Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir dans cet atelier proposé par Digital Universities que j'ai le plaisir d'animer, un atelier intitulé Innovation pédagogique, alternance connectée, une solution d'avenir. Et je vous le rappelle, il est organisé dans le cadre de l'événement Centre Info sur les 50 ans de la loi de l'or. Dans cet atelier, il sera donc question d'alternance connectée, de nouvelles technologies au service de la formation et bien sûr d'innovation. Pour répondre à nos questions, nous avons le plaisir d'accueillir en plateau Alban Mikoné. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Digital Universities, un pôle tech, c'est ça? Comment le définir? Exactement, un pôle tech au service de la formation, de l'emploi, de l'alternance, avec 4 entités rapidement, des médias, de la digitalisation, des nouvelles technologies et une école connectée qui s'appelle la BTS Academy. On va en parler plus tard. Et en face de vous, Antoine Graciot, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du développement des ressources humaines chez Chaussea. Alors, Chaussea, en 2 mots, en quelques chiffres? Chaussea, c'est une entreprise de vente de chaussures avec un réseau succursaliste qui compte plus de 500 magasins, dont plus de 480 en France, 4000 collaborateurs et beaucoup d'apprentis parce qu'on en a près de 600 apprentis. De nombreux jeunes et vous en recrutez cette année, si je suis bien informé. Oui, beaucoup. On en recrute beaucoup cette année. Et dernier invité de cet atelier, Pascal Picot, qui est en visio. Bonjour Pascal. Bonjour à toutes et à tous. Alors vous êtes vice-président de la FNADIR nationale et Île-de-France pour FNADIR pour Fédération nationale des directeurs de centres de formation d'apprentis. Un réseau en chiffres, comment le présenter? Oui, tout à fait, merci. Alors aujourd'hui, c'est à peu près 500 directrices et directeurs de CFA répartis sur les 13 régions métropolitaines et les Outre-mer. Hein, on est en train de développer aussi à ce niveau-là. Ça représente à peu près 300 000 apprentis répartis sur cet ensemble de territoires. Et aujourd'hui, l'idée, c'est que la FNADIR soit bien la caisse de résonance, l'écho des territoires pour une synthèse au niveau national. Eh bien, et je sais que vous êtes un passionné des nouvelles technologies et de l'univers du digital. Alors, merci à tous les 3 d'être avec moi et ceux qui nous suivent pendant l'heure qui vient. Dernière petite précision, n'hésitez pas à poser vos questions. Je pourrais en poser quelques-unes à nos invités en direct et il y a des équipes qui ont été mobilisées pour répondre à vos questions en direct. Alors, avant de parler d'alternance connectée, il nous faut faire un rapide état des lieux de la situation parce que qui dit innovation pédagogique dit aussi nouvelles technologies. Et depuis quelques années, un certain nombre d'outils et d'innovations ont bouleversé le secteur de la formation. On peut citer par exemple le digital, le big data. Demain, il y aura l'intelligence artificielle. Ça commence déjà aujourd'hui. On parle aussi de réalité virtuelle. Et la période de la crise sanitaire a été une période qui a pu mettre tous ces outils à l'épreuve et en valoriser un certain nombre. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le monde de la formation, tout le monde a presque intégré la digitalisation de la formation, les salles de classe connectées ou encore les outils de visioconférence. Tout le monde les utilise. J'ai fait mon petit constat rapide. Monsieur Picot, vous partagez ce constat. Quel est celui que vous faites au niveau de la FNADIR? Oui, tout à fait. Alors peut-être quelques chiffres globaux sur l'apprentissage pour replacer dans le contexte, et je viendrai après sur une étude qu'on avait menée, nous, en mars 2020. Il faut bien avoir conscience qu'il y a moins de 3 ans, il y avait moins de 1000 CFA en France. On est à peu près à 2500 aujourd'hui. On va frôler sans doute les 700 000 apprentis à la fin de cette année, et peut-être un zoom sur les CFA d'entreprise parce que c'est important. La loi de 2018 permet aussi que les entreprises prennent plus en charge l'apprentissage. On le voit, le déploiement, mais on est passé d'une dizaine de CFA d'entreprises à plus de 50 aujourd'hui. Alors nous, on a mené une étude effectivement sortie du premier confinement en mars 2020 auprès de nos adhérents, et 92% avaient déployé une solution de digitalisation. Alors sur 3 axes, classe connectée, on va dire, on reproduit l'univers de la classe avec le digital, le distanciel. Il y a des outils qu'on maîtrise tous maintenant plutôt bien. Certains avaient mis plutôt des plateformes type LMS, e-learning,
et d'autres avaient mis les deux. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de coaching, d'accompagnement en classe virtuelle par rapport à des cours qui étaient mis à disposition plutôt en auto-formation. Donc, on va dire que c'est le troisième axe était plutôt celui le plus abouti d'une digitalisation et très certainement des CFA qui avaient déjà des solutions digitales en place. Et alors, par contre, ce qui est intéressant, c'est 45% sur cette même étude déclarent avoir un besoin d'accompagnement. Et je pense que ça, c'est important. C'est peut-être ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est de dire, en fait, la pandémie, ce qu'on vient de vivre, ce qu'on vit malheureusement encore un peu, nous a obligés fortement à nous dépasser sur les pratiques du digital. Mais aujourd'hui, pour que ce soit durable, il y a un besoin fort d'accompagnement revendiqué et demandé d'ailleurs par les CFA. Je pense qu'on y reviendra parce que ça peut être un sujet important sur nos échanges aujourd'hui. D'accord, donc l'alternance qui se développe, tout le monde qui s'approprie la digitalisation, ces nouvelles technologies, mais il y a un vrai besoin d'accompagnement. Alban Micone, vous qui œuvrez depuis de nombreuses années dans ce secteur, vous partagez, j'imagine, ce constat, mais vous avez vu l'évolution des besoins dans les 10 dernières années au niveau des organismes de formation, des écoles que vous accompagnez en tant que... expert digitalisation. Oui, tout à fait. Je partage totalement le constat de Pascal Picot. Moi, ce que je peux simplement dire par rapport à cette digitalisation, c'est deux choses. Déjà, on a été, effectivement, avec la pandémie, tout le monde a été projeté dans la médiatisation, dans le digital, dans la numérisation. Bref, les termes sont pléthoriques et disent simplement la même chose, c'est que c'est de l'accompagnement à distance. Ça s'appelle du synchrone, ou de la formation, de l'auto-formation à distance, ça s'appelle de l'asynchrone. Connecté à un formateur, un enseignant ou une enseignante, ou pas, en gros. Ce qu'on a vu, c'est que finalement, un premier constat que nous, on tire de cette pandémie et de ces quelques années, quand on regarde dans le rétroviseur, c'est que la digitalisation, ça ne s'improvise pas. De la même manière que l'on fait une maquette pédagogique en présentiel, où on va alterner les différentes matières, le rythme d'apprentissage, eh bien, le digital, c'est de la pédagogie, enfin c'est un outil au service de la pédagogie, et donc ça ne s'improvise pas. Et donc effectivement, il s'est passé pendant la pandémie la chose suivante, tout le monde a dû à un moment donné utiliser la retransmission des classes en distanciel, la visio, etc. Et finalement, ça a été plutôt bien accepté de la part des étudiants, des apprenants, parce qu'ils ont souligné l'effort énorme, parce qu'il y a une organisation complexe à basculer tout de suite de façon différente. Et donc là, ils ont apprécié les efforts de leurs écoles, de leurs CFA, de leurs organismes de formation pour la continuité pédagogique. En revanche, ce n'est pas quelque chose qui peut être durable. C'est-à-dire que l'effort a été souligné. Est-ce que la qualité doit être améliorée? Et c'est certainement ça que souligne l'étude mentionnée par Pascal Picot. C'est-à-dire qu'on l'a fait, on sait que c'est possible. Finalement, on a fait preuve d'agilité plus que jamais et plus que ces 10 dernières années au sein des organismes de formation et des CFA. Maintenant que c'est fait, comment on va vers de la qualité? Comment aussi on va vers de la maîtrise pédagogique de ces outils? Comment on les intègre? Voilà, c'est, je crois, l'une des premières clés de compréhension de ce qui s'est passé. Et ensuite, plus largement, la formation digitale, la formation au global, elle se place sur les usages des apprenants. Et finalement, le digital, il évolue en fonction des usages de tout à chacun. Quand on a commencé à avoir les smartphones, ça laisse place à des nouveaux usages. Quand on commence à avoir la 5G, ça laisse place à de nouveaux usages. Donc, c'est ça, je pense, notre volonté aujourd'hui, c'est d'allier la pédagogie avec les nouveaux usages. Et puis aussi, de pouvoir, grâce au digital, de toucher un plus large public. Et profiter également de cette révolution des nouvelles technologies et des innovations qui arrivent, qui permettent ces nouveaux usages. Côté entreprise, Antoine Gracio, on a fait un bilan très formation, ce qui s'est passé, mais en tant qu'entreprise, notamment on a parlé du développement de l'alternance. Chez Chaussea, c'est le cas, j'imagine. Vous êtes en plein recrutement.
Oui, aujourd'hui on est en plein recrutement, on compte près de 600 apprentis sur notre réseau pour 500 magasins, donc c'est une grosse force de nos équipes et on continue à recruter jusqu'à la fin d'année, même en continu toute l'année maintenant, l'objectif étant d'atteindre les 750 apprentis d'ici le 31 décembre. L'alternance est aujourd'hui pour les entreprises le meilleur moyen de former ces équipes et de recruter. Ça a toujours été dans l'ADN du groupe Chaussea. On le fait depuis maintenant plus de 30 ans. Et on l'a conservé, mais on l'a accéléré parce qu'on se rend compte qu'il y a des belles histoires chez nous qui viennent de l'apprentissage. On a des beaux exemples de réussite. Et donc, ça nous incite à continuer dans la voie de l'apprentissage. Et justement, on parlait de digitalisation. Vous avez été impacté par la digitalisation des formations. Quel impact ça a eu sur les entreprises? Comment vous avez vécu ces périodes, par exemple, on va dire de confinement, et plus largement, comment vous voyez les choses? Pour reprendre un peu ce qui a été dit, nos apprentis ont été fortement confrontés à ça, puisqu'on a 500 apprentis qui ont dû du jour au lendemain, ne plus se rendre dans les CFA et aller devant leur ordinateur pour suivre leurs cours. Et c'est ancré un petit peu pour ces jeunes personnes. Ils en ont pris du plaisir, ils ont vu une autre manière d'apprendre, et ça a fait sa place dans l'entreprise. Alors, pour finir ce premier état des lieux, je vais prendre une première question. Alors, visio, podcast, mobile learning, la formation en présentiel est-elle vraiment obsolète, dépassée? Qui veut répondre? Allez, Monsieur Picot. Ouais. Non, je pense que moi, je crois pas, bien évidemment pas. Par contre, c'est une redéfinition des priorités du présentiel. Je m'explique, aujourd'hui, est-ce qu'il est toujours bien raisonnable de faire déplacer tout le monde? Il y a aussi des enjeux d'écologie, on le voit bien, ce qui nous attend. Est-ce qu'il est toujours bien raisonnable de faire déplacer tout le monde pour des cours où, au bout du compte, en fin de compte, le formateur n'a pas forcément une plus-value? Moi, je pense qu'au contraire, il faut redéfinir le présentiel comme une valeur fondamentale du métier de formateur, avec des dimensions peut-être plus autour de la médiation, autour de l'animation d'un collectif en formation, et profiter du digital pour que les jeunes arrivent déjà avec une partie du savoir acquis. C'est ce qu'on appelle la classe inversée, dans un concept pédagogique, alors on peut parler innovant, mais qui est déjà pratiqué avant même de parler du digital. Mais aujourd'hui, le digital renforce la capacité d'un apprenant, d'un alternant, à arriver avec une dose déjà de savoir intégrée. Le rôle du formateur, ça va être d'animer ces savoirs, d'animer effectivement aussi la possibilité pour un alternant, un apprenant de prendre une partie du cours en charge, pourquoi pas, puisque c'est aujourd'hui des choses qui se pratiquent. Et je pense que le digital permet encore plus cette façon de travailler sur les concepts de classe inversée. Autre question, mais qui va permettre d'avoir votre réaction, Alban Miconnais. Ces innovations au service de la pédagogie sont-elles nécessairement synonymes de performance d'apprentissage? Comme tout outil, si vous me demandez si un couteau permet à un cuisinier de faire forcément un bon plat, je vais dire ça dépend ce qu'il en fait. C'est un peu la même chose avec le digital, je dirais. Encore une fois, le digital, c'est au service de la pédagogie. Mais je partage totalement ce que dit Pascal, c'est-à-dire que pour moi, le digital permet d'enrichir le présentiel. Ce que les enseignants, les enseignantes, les formateurs et les formatrices craignent, c'est le digital va me remplacer, alors qu'au contraire, je trouve qu'il les valorise. Est-ce que le rôle d'un formateur ou d'une formatrice est d'appuyer sur la flèche basse pour faire défiler un PowerPoint et lire des slides? Ou est-ce que finalement, c'est plutôt d'échanger, de faire du partage d'expérience, de répondre aux questions des apprenants? Donc moi, je pense que ça valorise les formateurs et tout le corps pédagogique. Ça permet aussi de rassurer des apprenants. On parle par exemple d'apprenants qui effectivement ont pris connaissance avant du contenu, avant de venir en présentiel. C'est déjà bien de savoir pourquoi ils viennent en cours. Quelquefois, il se peut que ça ne soit pas le cas. Donc là, ils arrivent, ils savent de quoi on parle. Et en plus, ils ont formalisé potentiellement des questions en amont plutôt que de prendre le risque de lever la main devant tout le monde. Donc ça, je crois que ça enrichit le présentiel. Et pardonnez-moi, il faut aussi faire évoluer ce présentiel. Parce qu'on parle de distanciel ou de présentiel, mais il y a aussi des outils, on peut parler de WooClap par exemple, qui est un outil pédagogique digital au service du présentiel pour dynamiser le présentiel.
Il faut qu'on arrive aujourd'hui à marketer le savoir et qu'on soit innovant, y compris dans nos méthodes pédagogiques présentielles. Voilà, donc, voilà, on l'a bien entendu, il y a une véritable révolution, mais on est là pour parler d'une innovation au service de la pédagogie, c'est l'alternance connectée. Alors, c'est quoi l'alternance connectée? C'est quoi sa définition? La définition que vous en donnez avec, je crois, BTS Academy. C'est ça. Bon, nous, on fait... c'est notre définition, hein, il peut, je suppose, en exister plein. Nous, l'alternance connectée que l'on propose, d'ailleurs, au sein de Chaussea, était simple. La problématique, on part déjà d'une problématique, toujours. Quand on dit la pédagogie s'appuie sur le digital, c'est bien qu'on va vers une problématique. La problématique de Chaussea, c'était de dire, voilà, on a beaucoup d'apprentis à recruter. Il y a des CFA institutionnels, soit qui, sur certaines agglomérations, sont pleins. Donc, on ne peut pas mettre plus d'apprentis dans ces CFA-là. Et la deuxième possibilité, c'est que, étant donné qu'on est répartis sur l'ensemble du territoire français, il y a certains magasins qui n'ont pas de CFA institutionnel à côté. Et on sait très bien que le transport est une vraie problématique aujourd'hui pour les jeunes pour trouver du travail. Et là, on s'est dit, on va complètement digitaliser l'offre de formation. Ils vont recevoir donc une tablette connectée, avec une application également de révision connectée à une montre, avec pour idée, plus on est à distance, plus on doit s'assurer du bien-être des apprentis. Et donc, on a créé une application qui permet de bien dans ton corps, bien dans ta tête, bien dans tes études. On les a connectés à des tuteurs d'entreprise. Et enfin, ils ont soit de l'auto-formation, des mises en situation filmées qu'ils prennent eux-mêmes grâce à des caméras et qu'ils renvoient à nos professeurs. Et enfin, des formations à distance en synchrone via des classes virtuelles avec nos formateurs. On va y revenir dans le détail avec le témoignage d'un jeune alternant qui fait son alternance en connecté. Donc, en gros, l'alternance connectée, c'est quelque chose où l'alternant, on lui propose du 100% digital pendant son alternance. Alors, 100% digital en termes d'apprentissage académique, mais 100% présentiel en ce qui concerne la partie acquisition des compétences en entreprise. Justement, Antoine Gracieux, si j'ai bien compris, vous avez opté pour l'alternance connectée cette année pour des choix territoriaux. Alban Miconnais l'évoquait. Mais revenez, pourquoi ce choix exactement? Et sur quel titre? On a fait le choix cette année de travailler avec BTS Academy. Aujourd'hui, on va avoir presque 100 alternants, 100 apprentis qui sont dans ce dispositif-là, qui est complémentaire à l'offre des CFA institutionnels. Comme l'a bien dit Alban, c'est déjà une problématique territoriale. Certaines personnes, comme on est implanté partout en France, n'ont pas accès au CFA institutionnel. Et donc, ces jeunes-là, il faut les accompagner pour pouvoir leur trouver une solution. Et l'alternance connectée est une situation parfaite parce qu'ils peuvent le faire de chez eux avec une tablette. Et donc, ça répond à une problématique pour eux, mais aussi pour le groupe Chaussea. Vous avez lancé ça en septembre-octobre. Aujourd'hui, vous avez combien d'alternants connectés? 80 aujourd'hui, alors qu'on a lancé ça en septembre. Donc en à peu près 3 mois, déjà presque 80 apprentis et bientôt 100. Et ça fonctionne bien et on a des très bons retours sur l'expérience. Comment vous les recrutez, ces alternants, quand on propose l'alternance connectée? C'est une autre méthodologie? BTS Academy nous accompagne. On met des annonces comme on fait pour un recrutement lambda. On communique en magasin, on communique sur nos réseaux sociaux et on voit bien qu'on a quand même beaucoup de candidats qui postulent sur ce mode. Donc la communication sur les réseaux sociaux, on va regarder un tout petit extrait. Ça passe avec des influenceurs. C'est une autre façon de s'adresser aux jeunes. On regarde un petit extrait. Ça peut aller de l'approvisionnement des rayons, ou alors l'accompagnement et la fidélisation du client, jusqu'au traitement des flux. Je sais, ça te paraît compliqué pour l'instant, mais bientôt ce sera toi l'expert. Alors rejoins le groupe Chaussea et inscris-toi à la BTS Academy. Qu'est-ce que t'attends? Clique sur le lien. C'est comme ça qu'on s'adresse et qu'on recrute les alternants et qu'on oriente les jeunes aujourd'hui? Et vous avez raison, l'alternance connectée, elle est connectée dès le recrutement. Effectivement, en prenant le choix d'aller
chercher ces alternants, ces apprentis dans d'autres réseaux de communication que ceux traditionnels, et je mets même Indeed, Welcome to the Jungle, etc., dans ces réseaux de communication-là, c'est-à-dire en communiquant sur les réseaux sociaux avec des influenceurs et des influenceuses reconnues. Eh bien, effectivement, on a réussi où pas mal ont échoué, à pouvoir remplir les places attendues d'apprentis et d'aller chercher des jeunes, y compris sur des territoires un peu isolés, vers l'emploi et vers la formation. Pascal Picot, on parle là d'être connecté avec les jeunes. C'est incontournable aujourd'hui dans la relation aux apprenants, aux jeunes, que ce soit pour l'orientation, les cours et le sourcing. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut que tout le monde s'y mette. Comment les CFA ont vécu cette révolution? Ouais. Alors peut-être juste avant, revenir un peu sur, pour mitiger un peu, effectivement, tous les métiers peuvent pas avoir un concept totalement digitalisé, et aussi tous les publics. Je pense que c'est important, nos adhérents, et puis moi ce que je vis aussi sur mon CFA, nous disent bien, il y a certains publics, attention, c'est très fragile, il y a encore effectivement des zones blanches, des accessibilités numériques, tout ça, il faut aussi y travailler, parce que on a aujourd'hui des publics qui ont besoin de présentiel, d'être rencontrés, d'être vus, et puis tout simplement des métiers. Allez dire un formateur en carrosserie qui va digitaliser. Encore que est en train de se déployer aussi la question de l'immersif hybride avec de la réalité virtuelle. Peut-être on y viendra. Il y a un plan massif de l'État là sur faire évoluer effectivement ces pratiques autour du digital avec des FinHub. Mais par rapport à votre question, bien sûr qu'il faut tous s'y mettre. Il faut le mettre à tous les étages. Moi personnellement, dans mon CFA, on va pas faire marche arrière sur la présentation des métiers et des formations qui durent, bon an mal an, 30 minutes. Avant pandémie, on faisait venir tout le monde à Saint-Denis. On a bien vu qu'aujourd'hui, on avait explosé les taux de présence sur ces parties-là. Est-ce qu'aujourd'hui, je le redis, il est bien raisonnable de faire venir un jeune qui ne sait pas trop ce qu'il veut faire sur un site en présentiel pour lui présenter 30 minutes d'un métier peut-être qu'il va faire ou pas faire? Moi, je pense qu'au contraire, il faut effectivement, sur ces phases de présentation, il faut là aussi avoir peut-être un gap qualitatif. Aujourd'hui, le seul Zoom ne suffit pas. Il faut avoir des présentations dynamiques, il faut avoir un moment questions-réponses, des choses où, en fait, on va essayer de recréer la qualité du relationnel présentiel qui sera jamais atteinte, bien sûr, dans une dimension digitale. Mais aujourd'hui, on a les outils qui permettent de quand même recréer ce premier rapport, cette première rencontre avec un jeune dans une phase de sourcing, dans une phase d'admission. Nous, c'est sûr que on ne fera pas marche arrière, et je connais bon nombre de collègues qui aussi ont digitalisé toute cette phase de sourcing. Par contre, après, quand le jeune est capté, j'allais dire, et qu'il a manifesté son intérêt, là, il faut prévoir un retour en présentiel, parce qu'on parle de projets professionnels, on parle d'engager quand même un investissement sur de la formation, on parle de l'alternance, donc signer un contrat, il y a un accompagnement aussi à la recherche de l'entreprise, et tout ça ne peut pas être totalement digitalisé quand même. Ah, je vois qu'on rentre dans le débat. Mais moi, j'écoute attentivement ce que dit Pascal, et je ne suis pas complètement d'accord sur ce qui est dit pour deux raisons. La première des raisons, c'est que l'accompagnement pour la recherche de travail peut se faire complètement à distance. Et d'ailleurs, même Pôle emploi, pour les demandeurs d'emploi, le fait. Donc, ça fonctionne aussi. Ce n'est qu'un exemple. Et deuxièmement, moi, je milite pas pour le tout digital ou le tout présentiel. Je dis simplement une chose. C'est qu'aujourd'hui, l'obligation d'un organisme de formation, d'un CFA ou du monde de l'enseignement supérieur que nous représentons, on va dire comme ça, a l'obligation de toucher tous les publics. C'est une obligation, sans dogme. Après, il y a un public pour le 100% présentiel. Pour ma part, si je devais refaire mes études, reprendre des études, je le ferais en présentiel, sincèrement. Mais parce que j'ai de la chance, j'ai des revenus, je peux me loger, je peux venir, pas de problème.
Il y a des publics pour l'hybride. Et puis il y a des publics pour le 100% digital. Alors, est-ce que les personnes qui vont faire du 100% digital le font par volonté, par envie, par obligation ou toute autre raison? Peu importe. C'est pas ce qui nous, moi, c'est pas ce qui me motive. Ce qui me motive, c'est de me dire, quel que soit le choix des apprenants, quel que soit le choix des alternants, on doit mettre tout en œuvre pour lui amener le meilleur de la pédagogie, l'accompagner au mieux, individualiser les parcours pour l'amener vers la réussite et l'emploi. Eh bien justement, Monsieur Gracio, vous, dans le recrutement que vous faites de vos alternants et apprentis aujourd'hui chez Chaussea, vous ciblez des jeunes qui sont en décrochage scolaire, en échec, ou qui sont un petit peu sortis des cases? Oui, on recrute des titres VCM, donc de niveau bac, et ils ont souvent entre 17 et 20 ans. Pas mal d'entre eux sont en décrochage scolaire ou cherchent un peu leur voie, et on leur offre la possibilité de se reformer sur un titre VCM. Et l'univers dit connecté, de cette alternance connectée, peut leur plaire. On a beaucoup de cas où l'environnement leur plaît beaucoup, puisque c'est des gens qui sont en décrochage scolaire, qui ne sont pas forcément à l'aise avec le système scolaire un peu ordinaire. Classique. Justement, je vous propose d'écouter, parce que nous avons posé la question à un jeune qui est en alternance connectée chez Chaussea BTS Academy. On lui a demandé pourquoi il a aimé et choisi cette option. Regardez. Bonjour, je m'appelle Tom. J'ai 17 ans, je travaille chez Chaussea Houdemont dans le 54 à Nancy. J'ai opté pour cette formation en VCM car c'est complètement en distanciel. Je peux suivre les cours directement chez moi, sur mon téléphone, sur la tablette, même sur la montre connectée qu'on a. C'est des cours complètement... la matinée, c'est des petites vidéos qu'on suit de normalement, je dirais 2 heures, 2 heures et demie. Et ensuite, on a des exercices à faire, justement sur la formation, sur ce qu'ils nous donnent comme exercice de vente. Pour suivre cette formation, on m'a donné 3 outils qui sont la montre connectée, qu'on peut suivre directement les cours depuis nous, en fait, directement sur la main. On a aussi la tablette. On nous a donné une tablette pour directement suivre les cours. C'est un outil de travail, c'est comme un cahier en présentiel, sauf que nous, en distanciel, c'est une tablette. Et on a aussi les lunettes connectées pour enregistrer des ventes, pour montrer des exemples directement en magasin. Ce qui est intéressant, le point, c'est que tout ce qu'on apprend en cours, on pourra le refaire en entreprise, comparé à d'autres diplômes qui sont directement de l'école, des maths, français, histoire. Car notre diplôme, en fait, il nous sert surtout quand on travaille. Beaucoup les exercices qu'on apprend, la tenue d'un vendeur, ce qu'on doit faire, comment on entretient un langage avec le client. Beaucoup de choses, on apprend tout ça en cours, qu'on peut appliquer directement pendant les heures de travail. Pour moi, l'avantage d'apprendre comme ça, c'est que c'est directement des cours, en fait, où on peut les relire, les revoir. C'est beaucoup plus simple. Si on nous fait une vidéo, qu'une prof nous fait une vidéo, on peut la revoir, la relire, la réécouter, comme vous voulez. Et en fait, on peut directement reposer des questions à une prof, alors que quand on est en présentiel, on finit le cours, au final, on peut la demander à personne d'autre qu'à nos camarades. C'est pour ça que c'est vraiment beaucoup plus cool de faire des cours en distanciel. Le fait du coup de faire l'alternance, leur montrer à mes parents que c'était en visio, tout en distanciel, c'était un petit peu un choc pour eux parce qu'ils ne connaissaient pas vraiment la distanciel. Eux, ils ne sont pas de cette génération. Au début, ils étaient un peu méfiants, ils ne connaissaient pas trop, voilà. Après, on leur a expliqué, on leur a montré le format. Après, ils ont commencé à être intéressés, ils n'ont pas dit non. On a essayé parce qu'il faut essayer. Et ensuite, ça leur a plu directement parce que c'était super cool de faire directement des cours en visio, de les faire autant de fois qu'on veut. C'était super cool. Après, je les montre à mes potes, je l'ai dit, tout ça. Eux, ils ont trouvé ça super cool parce qu'on n'a pas besoin d'être en cours avec tout le monde, tout ça. Il n'y a pas d'horaire. C'est vraiment des horaires pas fixes. C'est une grande tranche d'horaire qu'on peut faire nos cours, quoi. Du coup, apprendre comme ça, c'est beaucoup plus simple. On peut revisionner les cours, les refaire. C'est directement du professionnel. Et ça nous servira pour plus tard, si on a d'autres expériences professionnelles, comparé à un cours qui est directement présentiel, où on apprend les choses qu'on apprend quand on est au lycée ou au collège. Là, c'est directement du professionnel qu'on peut apprendre même plus tard. Si par exemple, on change de vocation ou si on a un métier à peu près pareil, c'est directement, ça nous servira tout le temps en fait. Oui, donc un jeune visiblement ravi du dispositif. Donc,
Il a évoqué la watch. Donc, c'est vraiment tout un dispositif qui est offert. Vous l'avez évoqué. C'est très concret. Par exemple, les lunettes connectées, ça sert à quoi ? Alors, effectivement, les lunettes connectées, pour répondre à votre question, ça permet de filmer ses mises en situation quand il fait, par exemple, ce qu'on appelle du facing, parce que VCM, ça veut dire vendeur conseil en magasin. Donc, on leur apprend à devenir des vendeurs en magasin. Et effectivement, il doit faire du facing, de la mise en place de rayons, alors pardon pour la technicité, mais il se filme. Et ensuite, avec ses lunettes connectées, ça permet de voir ce qu'il voit véritablement. Il nous explique, comme il fera une recette, l'ensemble de ses gestes, ce qui permet, nous, à nos formateurs et formatrices, de voir si la mise en application du cours, des compétences qui ont été proposées, est bien mises en œuvre, etc. Et le cas échéant aussi de corriger. Donc, vous voyez, on voit ce que l'apprenant voit, on entend la façon dont il met en œuvre, et nous, on vient accompagner et corriger. C'est un point très important. Ce qui est important, c'est que sur ces... Mais ça, c'est de la pédagogie, ce n'est pas du digital. C'est que sur les plus bas niveaux scolaires, donc les personnes qui sont notamment en décrochage, on essaye de partir toujours de leur situation, d'une mise en pratique pour ensuite amener de la pédagogie. Mais vous voyez, on est loin du digital et de la techno, on parle de pédagogie, ce qui est normal. Donc, il y a cette innovation technique au service de la pédagogie. Mais il disait... que c'était très pratique. C'est-à-dire que les contenus sont coécrits. Comment ça s'est passé sur ce projet ? C'est ça, pardon. Oui, effectivement. Ce qui est important, c'est que avec ce digital-là, on a pu faire de l'alternance intra-entreprise. C'est-à-dire qu'on a pris l'académique, donc vendeur conseil en magasin, on a pris les contenus qu'on a digitalisés avec des études de cas pratiques, on s'appuie bien évidemment sur les tuteurs d'entreprise et on a en même temps décidé de mettre en perspective l'ensemble des contenus à travers des exemples Chaussea. Et finalement, tout ce qu'ils apprennent, ils peuvent le mettre non seulement physiquement en application dans le magasin, et en même temps, les cours sont toujours une référence à son métier et à ce qu'il vit. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui était très important. Plus vous êtes à distance, plus vous devez créer du lien avec vos apprenants, plus vous avez de risques de décrochage. Et d'ailleurs, je crois que sur les taux de rupture par rapport au CFA institutionnel, on n'est plutôt pas trop mal placé. Et ça, c'est très concret, c'est chiffré par rapport aux autres CFA institutionnels. On va y revenir au bilan, mais là, moi, j'entends surtout un formidable bouleversement. Un bouleversement pour les jeunes, mais Monsieur Picot, c'est aussi un bouleversement avec ces innovations dans la relation entre l'apprenant et le formateur. Tout à fait. Alors là, pour le coup, on se retrouve totalement avec Alban. Je pense que là, on parle d'alternance connectée, on est au cœur du sujet. Comment on recontextualise en temps réel, in life, comme on dirait, ce que fait l'apprenant, l'alternant en situation de travail. Et là, je pense qu'effectivement, le concept qu'a décrit Alban est très puissant. C'est-à-dire qu'au moment où je rencontre une problématique ou une réussite, d'ailleurs, ça peut être aussi médiatiser une réussite, parce que c'est intéressant aussi de valoriser les réussites en entreprise. Mais là, c'est vraiment, je capte l'instantané où je suis sur un besoin de compétence, je l'exprime, je le médiatise, je le filme, je le mets dans la boîte, et c'est de la matière qui va être en temps réel, j'ai envie de dire, de ce qui nous est présenté, remonté à des formateurs. Ça, c'est hyper puissant, c'est hyper intéressant, et je pense que là, on touche effectivement à la fois un concept historique de l'alternance, parce que c'est ça l'alternance, mais qu'on a du mal à faire vivre, parce qu'il faut embarquer l'entreprise. Moi, je salue Chaussea, effectivement, dans son déploiement, dans son développement de l'alternance, dans son engagement à être innovant, mais il faut effectivement que l'entreprise soit un partenaire, j'allais dire, central. Dès le début, il faut que l'entreprise accepte qu'on va être un peu intrusif aussi, parce que c'est aussi ces sujets-là quand même, remonter en temps réel de la vidéo, du contenu, des situations de l'entreprise. Faut aussi quand même le border et le sécuriser, parce que toutes les entreprises ne sont pas forcément prêtes à jouer ce rôle-là. Donc là, il faut réussir à effectivement rassurer, leur dire que c'est des situations pédagogiques qui sont dans l'enceinte, j'allais dire, du CFA, de la dimension pédagogique. Mais là, on touche quelque chose de puissant. Nous, c'est en fait ce qu'on appelle depuis longtemps
un peu le carnet de liaison. Hein, vous voyez bien, le carnet de liaison, il faut le dépoussiérer. Nous, on l'a tout digitalisé au CFA, mais là, on va encore plus loin, c'est-à-dire qu'on met une notion d'instant au moment où se produit le besoin en compétences. Et là, je suis assez d'accord, ça crée de l'engagement en formation, ça crée de la cohérence, ça donne du sens aux apprentissages. Il y a des questions un petit peu pratico-pratiques. L'apprenant, est-il libre de choisir son rythme en synchrone asynchrone avec l'alternance connectée Alors, Pour des soucis pratiques, le rythme de l'alternance, ça va être 1 jour par semaine. Et ça aussi, c'est un avantage pour l'entreprise parce que ça nous permet de nous calquer sur les besoins du magasin et de pouvoir faire un calendrier qui est optimisé pour nos tuteurs et de prendre en compte les contraintes de l'entreprise. Justement, oui. oui, pardon. Après, ce qui est aussi très important, c'est qu'il y a des moments de regroupement, même s'ils sont à distance. Les alternants ont besoin d'échanger entre eux, ils ont besoin d'échanger entre eux, Patrick, ils n'ont pas besoin de se sentir plusieurs, etc. Et d'ailleurs, quand sur l'interview on parle de la Watch, cette application de révision connectée, ça permet notamment de pouvoir aider des alternants en difficulté, parce que vous avez le bouton SOS, ça envoie une notification à l'ensemble des alternants qui sont connectés avec vous. Et le premier qui répond et qui l'aide véritablement, eh bien, marque des points dans son efficacité d'apprentissage et de transmission de la compétence. Donc en fait, vous créez une communauté. Il y a une communauté de Bien sûr, connectés. l'engagement. Et ça, clairement, c'est ce qu'on essaye de faire au maximum quand on est 100% digital. Et encore une fois, ce n'est pas quelque chose qu'on préconise forcément. C'est quelque chose qu'on préconise en fonction des situations. Eh bien, ce que disait Pascal, il faut créer de l'engagement, il faut créer de la solidarité, il faut créer aussi un sentiment d'appartenance, tant pour l'entreprise que pour le CFA. Et d'ailleurs, je tiens à dire que le CFA Format Poste, et j'ai visité les locaux, il n'y a pas beaucoup de monde, hein, mais beaucoup de monde connecté, pas beaucoup de monde en physique, mais par contre beaucoup de monde connecté. Et c'est vrai que, Pascal, votre CFA et l'ensemble des équipements que vous avez mis en place, je pense que vous êtes un des CFA Format Poste à la pointe justement de cette formation hybride. Oui, parce qu'on ne l'a pas précisé, vous êtes certes vice-président de la FNEDIR nationale et Île-de-France, mais vous êtes également directeur du CFA Format Poste Île-de-France, c'est ça? Tout à fait. Alors, je ne suis pas forcément venu pour parler, effectivement, mais c'est vrai qu'on a pris des nouveaux locaux il y a 3 ans, juste avant la pandémie. Et déjà, on avait équipé toutes les salles de caméras, de prise de son, parce que moi, j'avais un concept, c'était de dire tout ce qui se passe ici peut être diffusé potentiellement partout dans le monde. Alors, le monde, restons le monde à notre échelle, régionale déjà, sur l'Île-de-France, mais bien mal m'en avait pris, puisqu'effectivement, nos salles ont pu tout à fait s'adapter au temps où on nous a forcés, forcément, à être sur du distanciel. Mais je pense qu'effectivement, aujourd'hui, il faut pouvoir trouver ce mode hybride pour revenir. Et il y a 2-3 mots clés dans le concept. C'est la personnalisation des parcours. On va avoir effectivement des publics pour lesquels il faudra peut-être 2 présentiels plus que d'autres. Et il faudra aussi pouvoir positionner ça dans un ruban pédagogique, dans une stratégie pédagogique globale du CFA. Mais ça réinterroge surtout l'identité du formateur, la posture du formateur, le métier de formateur. Aujourd'hui, on voit bien que tout ce qu'on vient de dire, on est plus de l'ordre de l'animateur médiateur que de l'ordre du formateur sachant, professeur qui distille, qui dispense des savoirs. On voit bien que là, il y a une révolution, alors pas que dans nos CFA, globalement sur le monde de la formation. Je pense que là, il y a un besoin d'accompagnement fort, un besoin de formation, à la fois sur les technologies, mais à la fois aussi sur des concepts clés de la pédagogie, parce qu'il faut leur parler d'abord pédagogie, c'est dit depuis le début, avant de leur parler technologie aux formateurs. Il faut d'abord leur démontrer le bienfait, la plus-value de la technologie qui va venir renforcer des concepts qui ne sont pas des concepts très modernes. Je vais faire juste un clin d'œil à la pédagogie Freinet, qui est quand même une pédagogie qui a quelques années. C'était quoi? C'était Freinet, il emmenait ses élèves, il allait dehors dans la nature et il faisait des leçons de choses et donc il contextualisait les apprentissages dans la nature.
Voilà, ça, c'est à presque 100 ans, hein, concrètement. Donc, voilà, faut aussi, j'allais dire, replacer ce boom technologique dans des concepts pédagogiques qui ne sont pas tous modernes et tous d'aujourd'hui, hein, mais qui sont tellement réels. Alban Mikonet, vous vouliez Ouais, réagir? non, oui, je disais parce qu'à un moment donné, votre question, je crois, était est-ce que c'est une révolution pour les apprenants, les alternants? En fait, non. La révolution, elle est pour nous, pour le monde de l'éducation, le monde de la formation, le monde de l'enseignement supérieur. Et je ne crois même pas qu'elle soit du côté des entreprises, parce que souvent, les entreprises, elles doivent s'adapter tout de suite pour vivre, continuer à croître, etc. Donc, en fait, la vraie révolution, elle est pour nous. Elle est dans l'accompagnement des enseignants et des formateurs, la redéfinition des maquettes et des programmes, des maquettes pédagogiques et des programmes. Elle est dans l'accompagnement aussi des nouveaux business models, parce que, pardon, on est dans le monde de l'éducation, mais on a des charges, on a des salaires, et donc il faut équilibrer tout ça. On va y revenir, mais je vais juste parler de révolution dans la relation. Oui, au niveau des entreprises, vous, comment c'est vécu par les services RH, cette alternance, ces formations connectées, et par les tuteurs qui sont impliqués aussi dans ces alternances? Eh ben, c'est plutôt bien vécu pour plusieurs raisons. Déjà pour le service RH, parce que ça nous permet d'avoir un seul partenaire pour 80 alternants. Et ça, c'est plutôt intéressant parce que ça nous permet de savoir où en sont des résultats pédagogiques de nos alternants, d'avoir un suivi qui est fait par une personne dédiée, d'avoir une communauté qui est animée, parce que 80 alternants qui viennent de la même enseigne, ça crée une vraie communauté et ils peuvent échanger entre eux et ça crée du lien. Donc c'est plutôt bien d'un point de vue RH. Et puis c'est bien vécu par nos tuteurs parce que ça les remet au centre finalement de leur apprentissage, parce qu'ils sont mobilisés aussi par les équipes de BTS Academy. Moi j'ai encore quelques questions sur cette innovation d'alternance connectée, mais là ça fait 2-3 mois que c'est en place chez vous. Est-ce qu'on peut tirer un pré-bilan? Quel est le bilan que vous feriez à ce jour? Un bilan positif. Parce qu'on parle beaucoup de taux d'abandon, d'alternants, de jeunes, d'études, notamment sur les publics que vous avez, des jeunes qui sont très jeunes et qui, à un moment donné, sont hors des parcours scolaires classiques. Oui. Le premier bilan qu'on peut faire, c'est on a regardé, aujourd'hui on se rend compte qu'il y a presque 3 fois moins d'abandon sur la période d'essai que dans l'apprentissage dit classique dans des CFA. Donc c'est un premier constat au bout de 3 mois, mais c'est quand même un constat qui est plutôt positif. Rassurant pour la suite, ouais. Donc un constat positif. Moi j'avais une question, c'est comment ça se passe pour l'examen qu'on est en alternance connectée? L'examen de certification, elle est elle aussi connectée? Alors, tout dépend des certifications qui sont visées et des obligations légales liées à cette certification. Certains examens peuvent se faire à distance. Alors, ça a été notamment favorisé durant la pandémie. Donc là, je crois qu'on a encore quelques mois pour pouvoir profiter avant de voir ce qui va advenir de cela. Et par contre, d'autres examens qui doivent obligatoirement se faire en présentiel à des dates, je pense par exemple au BTS, à une date fixe durant l'année en présentiel. Voilà. Donc ça va dépendre des certifications. On a pas mal parlé du suivi, il y a plein d'outils, on sait que c'est un enjeu formidable, Monsieur Picot nous en a parlé tout à l'heure, et c'est des nouveaux outils, ça a un coût. Ça coûte cher. Ça coûte cher aux entreprises. Nous, ça ne nous coûte rien. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. C'est financé. Je pense que Alban ou M. Picot sont plus à même de répondre. Moi, si vous me permettez, après, je laisse Pascal prendre la parole sur ce sujet parce qu'il aura plus de choses à dire que moi. Moi, ce que je peux simplement dire, c'est que effectivement, l'équipement en matériel a un coût. Il a déjà une vertu, c'est de réduire la fracture numérique, premièrement. Il a une deuxième vertu, Pascal Picot en parlait, c'est d'éviter des déplacements. Et donc, dans une période où, effectivement, on est en pleine transformation écologique également,
c'est un acte important. Et puis enfin, même au niveau financier, je ne sais pas ce que ça coûte la prise en charge des transports, du déjeuner le midi, de salles, etc. Ça a un coût aussi. Donc je ne suis pas sûr que ce coût-là soit supérieur à un coût de présentiel. Voilà. Monsieur Picot, ce coût, vous l'avez évoqué au tout début de cet atelier, qu'il y a l'État qui est là, qui soutient, mais c'est une vraie révolution pour tous les organismes de formation et il y a de nouveaux opérateurs, il y a une nouvelle situation de concurrence ou pas. Qu'est-ce que vous voulez nous souligner comme fait important ? Deux choses. On va parler de coût et d'investissement. Je pense que le coût, l'État a pleinement joué son rôle dans les 2 ans de pandémie qu'on vient de vivre, on va dire 2 ans pour simplifier les choses, parce qu'il a été au rendez-vous. Dès le soir de l'annonce du président de la République, on savait que les financements sur l'apprentissage allaient être maintenus. Et ça, c'était important de le dire dès le début. C'est ce qui nous a permis, j'allais dire, de déployer les choses très vite. Et puis l'État investit sur l'avenir avec des FinHub. C'est un plan, à mon avis, assez inédit sur la question de la digitalisation de la formation, de l'hybridation. C'est 300 millions d'euros quand même qui est mis sur la table avec des enjeux autour de tout ce qu'on vient de dire en fait. À la fois l'accompagnement global des CFA pour aller vers plus de digitalisation et c'est aussi rentrer dans des nouvelles formes de formation, l'hybridation, la réalité virtuelle, l'intelligence artificielle, comment toutes ces technologies vont mieux être mises au service, j'allais dire, de la formation et des apprenants, des formateurs, enfin de tout l'écosystème de la formation. Et puis, il y a un nouveau modèle économique quand même, on ne peut pas passer à côté, c'est important. On est passé en fait dans l'apprentissage d'un modèle plutôt subventionné avec les régions à un modèle où effectivement on est mis en concurrence les uns avec les autres, il faut le dire, et il faut qu'on facture aujourd'hui nos prestations. Et donc c'est les opérateurs de compétences qui sont là pour nous apporter les financements. J'allais dire qu'aujourd'hui les OPCO mettent en œuvre une politique avec des financements qui sont tracés, ce qu'on appelle les niveaux de prise en charge. Et puis il y a une aide spécifique à tout apprenti qui est l'aide au premier équipement. Et on a la possibilité de mobiliser cette aide, 500 € par apprenti, par contrat signé, pour équiper le CFA et mettre à disposition du matériel. Donc, j'ai envie de dire que les moyens sont là. Maintenant, voilà, ça se met en œuvre, tout ça, ça se met en place. Il faut qu'on trouve aussi tous les bons moyens de fonctionner. Vous l'avez dit, les services RH, c'est important puisque l'alternance, ça commence quand même avec une fluidité dans la réalisation du contrat. Si ce contrat ne se met pas bien en marche tout de suite, j'allais dire que tout le reste, et y compris la pédagogie, la qualité de la formation, peut être impacté. Donc là, les OPCO sont en train de faire un effort important pour digitaliser les relations pour mettre le contrat en place. Et ça, c'est important parce que tout commence là. Nous, on est payé au moment où le contrat se met en place. La formation DMR est réputée valide quand le contrat est bien reçu par l'OPCO, transmis à l'État, enfin que tout le monde a bien fait son travail. Et là, c'est vrai que les 2 premières années n'ont pas forcément été fluides parce que tout le monde découvre un nouveau métier, une nouvelle façon de faire. Là, j'allais dire que ça se met en place. Nous, on travaille fortement avec les OPCO, la FNADIR, et peut-être encore plus demain, y compris dans chaque territoire, dans chaque région, parce qu'on a des conseils de région à la FNADIR dans chaque territoire. Mais je pense que c'est l'engagement de tous qui va faire qu'on va y arriver. Et je pense que c'est d'aborder la digitalisation d'un point de vue global, parce que vous pouvez avoir les meilleurs cours hybridés, la meilleure intelligence artificielle, mais si l'ensemble du système ne fonctionne pas, il y a un moment, ça ne va pas durer. Donc, on le sait aujourd'hui, il y a une question de financement, de durabilité de l'apprentissage. Il y a un déficit qui est de notoriété publique de 2,7 milliards. Alors, ce n'est pas que l'apprentissage, mais à France Compétences, que l'État a épongé. Et moi, j'ai envie de dire, est-ce qu'au bout du compte, l'alternance, mais l'alternance connectée, l'hybridation, la digitalisation, c'est pas ça le vrai coût de la formation, de l'alternance pour que ça dure dans le temps. Vous vouliez réagir? Oui, mais effectivement, je pense que Pascal a raison de souligner l'engagement de l'État qui nous permet de nous transformer, qui permet de former. Et ça, il faut en être reconnaissant et conscient.
Mais il y a aussi le devoir de solidarité, je crois aussi, entre les CFA. On parlait peut-être de la mutualisation des contenus. C'est pour cette raison que notamment, nous, chez BTS Academy, on a pris le parti de mettre à la disposition, sous forme de cartable numérique, tous nos contenus digitalisés, qui vont sur des titres infra-bac jusqu'à bac+5, à disposition d'autres CFA et d'écoles ou d'organismes de formation pour que, sans gros investissement de leur part, on puisse arriver tout de suite dans une proportion de 20 ou 30% d'hybridation, tout de suite, en respectant bien évidemment tout le contenu académique. Il y a eu pas mal de questions. On va jouer sur ces questions-réponses. Il y en a une, c'est auto-formation, formation autonome. Est-ce que le formateur sert encore à quelque chose? Non. Oui, non, c'est pour rire. Bien évidemment qu'il sert quelque chose. Simplement, Pascal le disait tout à l'heure, c'est que son rôle change, évolue. Et je crois qu'on est plutôt, effectivement, quand on parle d'individualisation des parcours, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que pour individualiser les parcours, il faut avoir des données. Il faut savoir si l'apprenant sait s'organiser ou pas. Est-ce qu'il a des difficultés sur tel ou tel sujet? Donc ça s'appelle de la data. Quand on parle d'intelligence artificielle, quand on parle de big data, ça veut dire que comment, avec ces données, qui est en fait la partie non verbale qu'on pourrait avoir en présentiel. Vous savez, quand vous avez un étudiant qui regarde par la fenêtre alors que vous êtes en train de faire cours, ça vous donne une indication. Peut-être qu'il s'évade parce que vous l'ennuyez en cours. Mais peut-être pas, finalement, peut-être qu'il cherche l'inspiration. Donc, encore une fois, ce n'est qu'une indication, et c'est donc au formateur ou à la formatrice de pouvoir analyser cette information pour mettre en œuvre un correctif éventuellement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, toute la partie data va permettre de fournir des indications à un formateur ou une formatrice qui doit aujourd'hui être formé à les analyser pour pouvoir mettre des correctifs, un accompagnement individualisé pédagogique. C'est une question. Les innovations pédagogiques, technologiques permettent de sortir énormément de data, de métriques sur l'apprenant et l'apprentissage. Comment mesurer le ROI, le retour sur investissement d'une formation sur le terrain? Je pense que c'est la même chose qu'en présentiel, c'est le taux de réussite, l'employabilité et peut-être les salaires. Pascal? Pascal, vous vouliez réagir? Ouais. Mais je pense qu'il y a un élément de la loi de 2018 qui n'a pas encore bien pris. Il y a un des fondements de la loi de 2018, c'est de dire qu'on va moins s'attacher à vérifier si les moyens sont en place et plus vérifier que les compétences sont en place, sont validées. Et je pense que ça, c'est un défi pour l'avenir. Et là, je m'adresse à tous, effectivement, nos gouvernants et tous les acteurs qui administrent encore un peu trop la formation et qui devraient un peu plus la libérer, la libéraliser aussi à leur niveau, c'est de dire, au bout du compte, est-ce qu'il ne faut pas qu'on mette les moyens pour vérifier à ce que les compétences soient bien présentes, à ce que les entreprises ont des besoins en compétences, il faut les mettre dans la boucle de la certification, de la vérification des acquis. Je pense que là, on a un formidable chantier qui est à peine ouvert. On parle effectivement d'AFEST, l'action de formation en situation de travail. Là, on est dans l'aboutissement même de ce que pourrait être un peu une vision de la formation de demain. On a besoin de compétences. Nous, notre métier, c'est d'évaluer cette compétence avec l'entreprise. C'est pas de vérifier qu'on a les bons tableaux aux bons endroits, les bonnes heures aux bons endroits. Il faut savoir qu'encore aujourd'hui, on contrôle la formation, et je prends ce terme-là volontairement, par des heures, par des jours effectués, on nous demande de transmettre encore des feuilles d'émargement. Enfin, voilà. Alors, moi, je pense que là, il y a une vraie révolution culturelle à entamer, qui n'est pas à peine amorcée, on va dire. C'est vérifions que les compétences soient présentes. Vérifions aussi que le savoir est présent, parce qu'on forme des générations pour plusieurs années. Il ne faut pas y revenir tous les 4 matins. Donc, les savoirs et les compétences, mettons le paquet pour vérifier qu'elles sont présentes dans l'action de formation, dans la fin d'une action de formation, plutôt que de nous demander en permanence « Est-ce que vous avez bien fait ça? Est-ce que vous avez… » Laissez-nous faire. On est des professionnels de la pédagogie. Et il y a plein de nouveaux outils.
type d'alternance connectée, ça offre plein de perspectives pour les entreprises, parce que là, vous travaillez sur le titre, sur un titre, et vous imaginez cette alternance connectée, cette formation connectée pour l'ensemble de vos salariés qui évoluent. Oui, bien sûr. On réfléchit déjà à utiliser ce système-là pour former nos salariés, non pas forcément en alternance, mais aussi pour nos salariés qui sont salariés en CDI chez nous, dans le cadre d'évolution de carrière. Et même, on a beaucoup de demandes de gens qui veulent faire qui n'ont pas de diplôme chez nous parce qu'ils ont arrêté l'école plus tôt et donc qui, par ce biais-là, voient l'opportunité de se former et d'avoir un diplôme par la suite. Alors, en préparant cet atelier, j'ai vu qu'autour de l'alternance connectée, il y a l'entreprise qui est là, il y a le formateur et il y a aussi un coach. On parlait de nouveaux métiers. C'est quoi ce coach et c'est quoi le profil du coach de la BTS Academy? Alors oui, effectivement, nous, le coach qui officie sur la watch, vous voyez, beaucoup de watch, en fait, c'est plutôt un motivateur. C'est-à-dire que quand vous appuyez sur le bouton SOS, je suis en détresse pédagogique, j'appuie sur le bouton SOS, nos coachs de vie plutôt vont recevoir le message et vont appeler, rentrer en contact avec l'alternant et l'idée c'est de motiver. C'est mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe, t'avais bien commencé, etc. Qu'est-ce qui se passe? Et comprendre ce qui se passe, et ensuite on aiguille. Vous voyez, c'est un petit peu la scolarité qu'on peut avoir en présentiel dans des écoles. C'est qu'est-ce qui se passe? Ah bah oui, mais j'ai pas le temps. Attends, on va revoir un petit peu ton organisation. Ou alors c'est un problème pédagogique. Attends, on va te mettre en lien avec un formateur ou une formatrice du domaine. C'est un problème, je sais pas, avec mon tuteur. Ou bah attends, t'inquiète pas, on va te... Donc ça permet, c'est vraiment cette plateforme qui permet d'être proactif vers l'alternant ou l'alternante et ensuite de pouvoir l'aiguiller, le motiver. Et puis surtout, ça va, c'est pas grave, calme. On a du temps, ça se passe bien. T'as un souci, on est là pour t'épauler et voilà. Alors, on arrive un petit peu au terme de cet atelier. Il y a encore plein de questions, mais les équipes répondront directement sur le chat. Je voulais faire un petit tour de table conclusif au vu de nos échanges. Qu'est-ce qui vous paraît important? En tout cas, moi, je vois en cette alternance connectée une solution d'avenir possible, qui s'applique, qui visiblement réussit. Mais pour vous, entreprise, vous voulez souligner quel point en particulier? Non, nous le point à souligner, c'est que ça vient dans la continuité, dans l'évolution des pratiques et que ça s'adapte à certaines personnes. On a des publics jeunes qui sont ultra connectés et donc pour aller capter ces gens-là, il faut utiliser leur code. Et donc pour nous, c'est une bonne manière d'aller chercher des gens et de les motiver et de les intégrer au mieux dans l'entreprise. Monsieur Picot? Moi, je pense que il y a forcément une génération connectée. Avant de parler d'alternance, il faut parler de génération et plusieurs générations. Et ils ne sont pas connectés avec les mêmes outils plus les générations avancent. Donc, bien évidemment, qu'il y a une révolution qui est en marche, qu'il faut qu'on s'approprie. Il faut parler aux acteurs de la formation, les formateurs. Moi, je voudrais leur dire, c'est pas contre eux la révolution technologique, c'est avec eux qu'on va la faire. Et donc, il faut aussi les rassurer. C'est de la formation, je mets ça dans la case investissement pour l'avenir. Et j'ai envie de dire, plus vous digitalisez, Alban l'a dit, et plus la dimension humaine va être importante, qu'elle soit en distanciel ou en présentiel. Moi, j'allais dire intelligence artificielle versus intelligence émotionnelle. Alban Miconnais? Je vais prendre le contre-pied, mais je dis il faut juste avancer avec humilité. Quand on fait du digital, quand on fait de la pédagogie au global d'ailleurs, avancer avec humilité, voir ce qui se passe. Quand on innove, être capable aussi de revenir en arrière, c'est-à-dire sur des réflexes un peu de sécurité pédagogique, et puis toujours être là à pouvoir adapter. Je pense que la pédagogie en fonction d'un groupe, d'un individu, parce que notre but, effectivement, c'est que cette personne acquiert les compétences, soit employable et puis soit lancé ou continue sa progression et sa carrière professionnelle. Merci à tous les trois. Alors quand même, ça me permet aussi de répondre à une des questions. Innovation au service de la pédagogie, c'était révolution ou feu de paille? Eh bien, moi, je vais répondre
plutôt révolution et même évolution et surtout, je dirais, c'est une opportunité. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur nos intervenants, je vous donne 3 sites internet, plusieurs sites internet, bien sûr sur la FNADIR, www.fnadir.fr, pour Chaussea, chaussea.com et pour des jeunes qui verraient ou des parents qui nous ont écoutés, qui seraient intéressés par une alternance pour leur enfant, il faut aller sur job.chaussea.com. Digital Universities, digital-universities.com et bts-academy.org où là on voit et on en sait plus sur l'alternance connectée. Voilà, merci de nous avoir suivis, merci aux intervenants, merci à vous qui nous avez suivis, merci à Tom pour son témoignage. Merci également à toutes les équipes de Centre Info et de Digital Universities qui ont fait en sorte que cet atelier se déroule dans de très bonnes conditions techniques. Au revoir et à bientôt.